nouvelles du luxe après une année 2020 sous pandémie, sous confinement, extrêmement agitée. Ce petit secteur à haute symbolicité, pour reprendre l'expression d'un spécialiste de la question, Jean-Noël Capferrer. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur et spécialiste depuis des années de cette question du luxe. Alors, quelles nouvelles du luxe ? Alors, il y a plein de nouvelles, on va essayer de les relier ensemble. Première chose, le luxe va très bien. Le luxe va très bien. Après chaque crise économique, on dit que c'est fini, qu'il va battre sa coulpe, qu'on va aller vers la modestie, la discrétion, etc. C'est pas ça, parce que les ressorts du luxe, c'est l'optimisme, c'est la croissance, c'est la liberté, l'envie de se faire plaisir, etc. Or, il y a énormément de pays où le Covid est derrière eux, même s'il y a des petits relents de redémarrage. Et donc, ils voient l'avenir comme nous ne le voyons pas, nous, en Europe, parce que nous, on est en plein dedans. Donc, c'est plutôt l'Asie. C'est l'Asie. Voilà. La Chine. La Corée. La Corée, où tous les bars sont ouverts, où tout va très bien, etc. Donc, il faut voir une chose, c'est que quand on regarde le luxe du point de vue de l'Europe, et alors a fortiori de la France, qui est avec l'Italie le grand producteur de luxe dans le monde, on fait une erreur, on peut faire un contresens majeur. C'est pour ça que quand on veut vraiment comprendre le luxe, on doit aller au moins 2 ou 3 fois par an en Asie pour se remettre un peu au courant. Bon. D'accord. Alors, à part cela, que dire d'autre ? C'est qu'il n'y a plus le luxe, il y a les luxes. Les luxes. Voilà. C'est-à-dire que moi-même, j'ai écrit un livre qui était Luxe oblige au singulier. Peut-être qu'il faudrait mettre luxe oblige au pluriel. Alors, je vais prendre un exemple. C'est-à-dire que le secteur a grandi d'une telle façon que manifestement, il n'est plus limité à ce qu'on appelait les UHNWI, les ultra-riches. Il concerne potentiellement tout le monde. Tout le monde dès lors qu'il a un peu de revenus disponibles ou qu'il est prêt à faire certains sacrifices pour avoir un élément de surélévation de soi. Le luxe, c'est l'élévation de soi aux yeux des autres et de soi-même. Ça peut commencer par une petite bouteille de champagne qu'on va acheter en bas de la rue et on se fait un plaisir. Et pendant qu'on boit cette petite bouteille de champagne, on est transporté dans un autre monde. Ça va durer 10 minutes. Eh bien ça fait partie du marché du luxe aujourd'hui. Autre chose qui fait partie du marché du luxe, quand on loue une robe ou une petite robe, un petit tailleur Chanel, qu'on le loue pour une soirée, voilà. On ne le possède pas. On va le louer, on va jouer, on va se faire plaisir. Ça fait désormais aussi partie du marché du luxe. Mais alors, c'est quoi la définition du luxe maintenant ? La définition du luxe, on devrait dire des luxes. Des luxes. Les luxes, c'est tout ce qui permet, à travers la consommation, de se surélever et d'atteindre l'idéal de soi auquel on ne peut pas arriver sans des objets, des possessions, des expériences, etc. Le luxe est un moyen de devenir l'idéal de soi que l'on n'est pas. Alors ça a toujours été un peu, mais alors ça se traduit par des produits qui sont de nature différente ? Ça se traduit par le fait que quand on demande aux gens c'est quoi le luxe, les gens vous répondent en premier, les statistiques vous le montrent, les yachts, les îles désertes privées, des villas, la possession de Van Gogh, etc. C'est-à-dire que l'imaginaire du luxe, il est concentré autour de ce qu'on appelle l'ultra-luxe. Uber Luxury, voilà, bon. Mais la réalité du secteur, celle qui fait que les étudiants du monde entier veulent faire des écoles, rentrer chez LVMH, chez Kering, chez Richemont, chez Hermès, etc., c'est pas pour vendre des yachts. Parce que là, ils ont besoin de personne. Ce sont des tout petits secteurs. Ils veulent rentrer dans ce qui s'appelle toujours le luxe, mais qui est en réalité devenu des objets qui ont un nom prestigieux, mais qui vendent des objets dont la luxuosité est beaucoup plus faible. Donc il faut bien différencier le prestige et la luxuosité intrinsèque des produits. Et ce secteur-là, qui pèse à peu près 1,3 milliard d'euros, 1 trilliard, pardon, 1 milliard, c'est vraiment 1 trilliard, 1 trilliard 300 millions d'euros, il n'arrête pas de croître. Et loin de concerner uniquement les ultra-riches, récemment, le boss, le CEO de Kering, François-Henri Pinault, a dit « En réalité, il concerne 3 milliards d'individus sur Terre ». 3 milliards d'individus sur Terre peuvent aller prendre une tasse de thé au Ritz, enfin quand il rouvrira, ils peuvent aller à Hong Kong, au Peninsula, ça va leur coûter 20 € une tasse de thé. Par rapport au prix d'une tasse de thé à Hong Kong, c'est 40 fois plus. Ils auront un moment de luxe et ils penseront voir arriver. Voilà. Donc tout ça, c'est le luxe. Tout ce qui permet cette élévation de soi par un sacrifice de prix, mais ce sacrifice n'est pas un sacrifice absolu. C'est pas je vais acheter, comment dirais-je, une Rolls-Royce à 500 000 €. Je peux louer une Porsche 2 000 € pendant le week-end. C'est ça, elle ne m'appartient pas. Je peux souscrire
à des abonnements où j'ai droit à 5000 km en voiture de sport par an. C'est ça aussi le marché du luxe. Mais alors, vous m'avez dit aussi, par exemple pour la Chine, qui est, si j'ai bien compris, la locomotive actuellement du luxe, absolument. C'est un impôt sur la modernité. Oui, alors... Donc il y a autre chose aussi par rapport à cette possession même momentanée. Alors, c'est un... alors, bon, ce que j'ai appris de la Chine... Bon, en y allant et en lisant aussi beaucoup, parce qu'il y a d'autres experts de la Chine, il y a même des gens qui y vivent et qui travaillent dessus, c'est que le luxe en Chine n'est pas un luxe. Si on prend le luxe au sens classique du terme, c'est-à-dire ce dont on n'a pas besoin, et avec une motivation intrinsèque qui est la vanité, on se trompe complètement sur le marché asiatique. Premièrement, on en a socialement besoin, parce que la préoccupation majeure de tous les Asiatiques, tous les jours, c'est la face. C'est sauver la face, améliorer sa face, etc. Ce sont des notions qui nous sont totalement étrangères. Donc on se dit, mais de quoi il parle, etc. Mais c'est une réalité. Bon. Donc la face, fondamentale. La deuxième chose, c'est que ces pays en croissance extrêmement rapide sont passés des produits low cost auxquels on les associe parce qu'ils fabriquent effectivement à bas coût, à je veux pouvoir consommer la même chose que les gens les plus aisés dont j'ai rêvé quand je les voyais à la télévision. Il y a 20 ou 30 ans. Donc, ils sont... tout ce qui est milieu de gamme, ça n'existe plus. Alors, c'est le fameux entonnoir, vous savez, c'est le fameux sablier, etc. La même chose. Donc, ce qui a été appelé l'impôt de la modernité, c'est pour montrer que je suis un millénial chinois branché, etc., je dois avoir les dernières Balenciaga à 750 € qui sont en PVC et qui ont 3 semelles et la semelle du milieu est transparente. Voilà. Donc on n'est plus dans nos référents à nous culturels, etc., c'est-à-dire le champagne Krug qui a vieilli 7 ou 8 ans. Ou la montre qu'on passe de père en fils. Absolument. Alors, la montre, ça c'est fantastique. Tout le monde, toutes les personnes qui parlent de luxe sortent à un moment donné la publicité de Patek Philippe en disant « cette montre, vous ne la possédez pas, vous la passerez, etc. » Bon. Si c'était le cas, le secteur serait mort. Oui, on est d'accord. Voilà. Le secteur ne marche que parce qu'il agite le fanion de l'historicité et de l'héritage et de la tradition, et qu'il a basculé. Et Bernard Arnault y est un peu pour quelque chose, il a fait rentrer la mode dans le luxe, et la mode c'est le renouvellement accéléré des tendances, des produits, des collections, etc., etc. Et donc, même l'horlogerie suisse est rentrée dans ce cycle qui s'accélère, qui fait qu'on leur dit chaque année, qu'est-ce que vous avez de nouveau à nous montrer ? Voilà. Et ça, c'est aussi le luxe. Donc, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a un discours que nous, en tant que producteurs de luxe, quand je dis nous, Italie et France, nous agitons en disant on est les seuls parce qu'on a l'histoire, la tradition, la culture, etc. Une forme de magie aussi. Voilà. Oui, mais enfin, c'est un discours qui nous permet de créer une certaine barrière à l'entrée. C'est de dire, oui, mais ça, vous ne l'avez pas. OK, vous me dites que vous faites la même montre à Hong Kong. Oui, mais elle n'est pas faite en Suisse à la Chaux-de-Fonds. Donc, vous n'êtes pas à la Chaux-de-Fonds. Et la Chaux-de-Fonds, c'est ça qui fait la différence. Voilà. Bon. Donc, ça, on a arc-bouté là-dessus. Mais en réalité, nous sommes devenus, je dirais, une arme de destruction massive des petites marques qui arrivent parce qu'on sort régulièrement de nouvelles collections, etc. Voilà. Bon, donc, les jeunes, les Gen Z, les fameux Z ou les Y qui ont le pouvoir d'achat, ils continuent à dire, bon, il nous faut une marque qui est un peu ces coups d'eau de prestige. En revanche, qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Et faites-moi sortir de ma gang. Et c'est pour ça qu'il y a le succès extraordinaire de Gucci depuis 4-5 ans, sous la férule de Alessandro Michele, qui a... en gros, sorti Gucci d'une espèce d'ornière où il n'avait pas de style, à un style qui vous rend connaissable immédiatement dans la rue. Bon, alors, le problème, c'est combien de temps ça va durer, mais déjà, c'est un succès fantastique. Et quand vous regardez le nouveau style Gucci, enfin, il n'est plus tellement nouveau maintenant, il a quelques années, il vous fait émerger dans la rue immédiatement. Or, c'est la tente en Asie. Il y a beaucoup de conformité en Asie. L'individualisme n'est pas une valeur clé. Et là, maintenant, on commence à aller vers la singularité. Ce n'est pas forcément l'individualité, c'est la singularité. Eh bien, pourquoi il y a ce succès de Balenciaga qui est sorti de l'ornière ? Parce qu'ils cherchent maintenant des marques nouvelles, des marques moins connues, et avec un style extrêmement marqué, parce que c'est la zone de liberté de la consommation. Voilà. Donc, pour 2021, liberté... Inégalité. Liberté, inégalité, fraternité. Fraternité quand même. Mais inégalité. Sans inégalité, il n'y a pas de marché du luxe parce qu'il faut que quelqu'un ait plus d'argent que vous pour pouvoir le dépenser.
Merci de cette conclusion un peu effarante, mais bon. Ah non, non, mais elle est exacte. Merci Jean-Noël. Merci.